Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. Je m'appelle Xavier Je m'appelle Romain. Et je m'appelle JC. et ce podcast est notre création pour les passionnés d'histoire. Retrouvez-nous sur notre site internet www.meropodcast.fr pour en savoir plus sur notre projet. Et n'hésitez pas à nous écrire ou à nous laisser une appréciation sur votre application de podcast. On aime les feedbacks. Ceci est l'épisode 21, l'empereur du Nord. On a vu dans l'épisode précédent combien la menace franque était multiple, aussi bien sur terre que sur mer. Elle est à replacer dans un contexte plus large d'invasion barbare, même si cette expression tant utilisée par les historiens du XIXe et du XXe siècle n'est plus acceptable comme nous avons pu le voir dans les épisodes précédents. Il faut dire qu'avec l'extension du christianisme, notamment chez les auteurs, apparaît un nouveau clivage entre chrétiens et païens, entre chrétiens et barbares, avec ce sens péjoratif de non civilisés. Aussi, nos sources sont-elles remplies de préjugés sur ces peuples jugés féroces, inhumains et cruels, en quelques mots, barbares. On se doit donc de parler de migration des peuples et non d'invasion. Ces migrations sont nombreuses et ont lieu par phase au IIIe siècle dans un contexte d'instabilité. Au moins 20 empereurs et usurpateurs en 50 ans, entre la mort de l'empereur Alex en 235 et l'arrivée de Dioclétien en 284-285. On a fait mieux en termes de stabilité politique. L'anarchie militaire, les crises économiques, sociales et religieuses viennent se greffer aux problèmes de gouvernance et aux attaques sur les frontières. C'est dans ce contexte que les ligues franques franchissent régulièrement les frontières impériales et deviennent les terreurs de l'Ouest. La succession interminable d'empereurs en tout genre pendant le IIIe siècle n'est pas le fruit du hasard. Et, à l'exception notable de Claude le Gothique, fauché trop vite par la peste, Ah, et moi qui pensais que c'était à cause d'une écoute prolongée d'un album de The Cure. la quasi-totalité des successeurs d'Auguste meurent de manière sanglante, de la main de leurs rivaux ou de celle de leurs propres soldats, mais dans les deux cas, pas vraiment tranquillement dans leur lit. La réalité, c'est qu'on a 50 ans presque ininterrompus de batailles rangées, de rébellions, de guerres civiles et de successions brouillonnes pour savoir qui va prendre la tête de l'Empire et y rester. Mais cette présentation reste une simplification tout de même. Tout n'était pas pacifique et calme avant la prise de pouvoir par Maximin le Thrace en 235. L'armée avait déjà pris une place démesurée dans la société romaine. L'économie était en plein marasme et les barbares étaient déjà aux portes de l'Empire. En fait, ça faisait déjà longtemps que le monde romain s'était mis à dysfonctionner. Rome vivait encore dans la vieille structure étatique, née avec Auguste et sa création de l'Empire, en 27 avant Jésus-Christ, alors que le monde romain avait socialement, culturellement et économiquement bien changé depuis cette époque. Par conséquent, c'est tout l'appareil politique romain qui s'était détraqué à ce stade, bien avant l'arrivée du premier empereur illyrien au pouvoir. Et pendant que la grosse machine de l'Empire commençait à dérailler toute seule, Rome participait elle-même à la naissance de ligues germaniques puissantes, en soutenant certains chefs militaires germains censés protéger la frontière. Chefs absolument partants pour se faire financer à coups d'or et de cadeaux, sans que ces pactes n'engagent les tribus ou les hommes très longtemps. Tout ce qui se passe en Germanie n'est pas la faute de Rome, mais la désorganisation croissante de l'Empire d'un côté, combinée à la naissance de ligues hostiles à ses frontières d'un autre, ont été le parfait cocktail explosif qui va sauter au visage des Romains durant le IIIe siècle. Et moi qui pensais que tout ce qui se passait en Germanie restait en Germanie. Bon, mais j'ai envie de te dire, rien de surprenant. C'est l'effet boomerang. L'arroseur arrosé, le coup du râteau. Ils ont laissé entrer le loup dans la bergerie, et comme tout le monde le sait,
Quand le cochon est dans le maïs, bon courage pour le faire sortir du champ. Bref, je m'enflamme. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne fallait pas s'attendre à autre chose de la part des tribus germaniques devant une si belle occasion. Et on imagine facilement, selon ce bon vieux second principe de la thermodynamique, que tous ces pillards ravageant la partie ouest de l'Empire pendant des décennies ont été à l'origine d'une forte augmentation d'entropie. Et oui, ils ont mis le souk. Et tout ne va pas se régler d'un seul coup, j'imagine. Non, c'est assez clair. Le retour à l'ordre, un nouvel ordre d'ailleurs, car Dioclétien va transformer l'Empire assez profondément, va mettre plusieurs années. Mais il faut dire que cette remise en ordre était nécessaire, avant que l'Empire ne s'effondre pour de bon. Les dysfonctionnements à tous les niveaux du système impérial finissaient par menacer le tissu même de la société romaine. Les armées devenaient incontrôlables, les impôts rentraient mal. Plusieurs provinces avaient même essayé de faire sécession, comme la Gaule avec Posthume, et le banditisme à grande échelle commençait à se développer, notamment avec ceux qu'on appelle les Bagaudes, dont on va reparler. Donc, Dioclétien s'est retrouvé avec un empire au bord de l'asphyxie en 284, si on est réaliste, au moment où il est monté sur le trône, avec une crise d'autorité du pouvoir central et des rebelles militaires ou populaires un peu partout, sans parler des ennemis aux portes. Un empire qu'il va réparer contre toute probabilité, en fait. Car le plus fort, c'est que, sur le papyrus, rien ne distingue vraiment cet homme des empereurs précédents. Il est né lui aussi dans les Balkans, en Dalmatie au bord de l'Adriatique pour être précis, autour de 244. Sans l'appui d'une famille puissante, l'homme apparemment doué militairement va se bâtir une belle réputation de soldat en dirigeant des unités d'élite de l'armée sous ses prédécesseurs illyriens. Une réputation qu'il va mettre à profit pour se faire choisir par l'armée de l'Est lors d'une énième crise de succession. Et on va spoiler tout de suite pour ceux qui ne seraient pas au courant. Mais Dioclétien va réussir à s'imposer au cours de la dernière guerre civile, et pas qu'un peu. On peut même dire qu'il n'y en a pas eu 101 des comme lui. Le Dalmate va régner pendant 20 ans, en mettant tous les rebelles et tous les ennemis au pas. Un véritable exploit dans le bordel ambiant du IIIe siècle après Jésus-Christ. Contre toute attente, il va gérer l'empire de main de maître et remettre tout en ordre de marche, en transformant le monde romain de fond en comble. Et le nobody de Dalmatie va se révéler être l'un des plus grands empereurs romains de tous les temps. Respect, Mister D. Oui, en effet, j'espère que pour cet épisode, vous me pardonnerez cette familiarité avec le nom de notre illustre sujet. Mais je me suis rendu compte à l'usage que c'était la meilleure façon que je n'écorche pas son nom. C'est vrai que rien que la durée de son règne est exceptionnelle. 20 ans de pouvoir qu'il décidera lui-même d'interrompre pour partir à la retraite et laisser la direction de l'Empire à d'autres. 20 ans, c'est-à-dire une longue période par rapport à tous ses prédécesseurs depuis plus d'un siècle. Un temps long pour mener ses réformes à bien et rebâtir les fondations de l'Empire romain. Mais d'abord, il faut être juste. Dioclétien n'arrive pas les mains vides au pouvoir, et notamment du point de vue de la Légion. Même si l'armée a été saignée par les conflits incessants en interne et en externe, Rome conserve à la base un outil militaire redoutable en 284. Une force extraordinaire, combinant organisation tactique sans faille avec un équipement et une logistique supérieure à tout ce qui existe outre-Rhin notamment. Et une légion romaine qui a continué à remplir ses rangs, malgré les pertes colossales des dernières décennies, avec l'intégration progressive et efficace de barbares pour combler les rangs, comme on l'a vu. Et en plus, même dans ces années troublées, l'armée romaine n'a cessé de s'améliorer et de se transformer au gré des guerres civiles et autres affrontements. Les prédécesseurs de Dioclétien, les Galliens, les Auréliens, les Probus, même s'ils n'ont pas eu assez de temps ou d'énergie pour tout remettre à plat durant leurs règnes respectifs, ont eux aussi commencé à transformer la machine militaire romaine pour la perfectionner et la rendre plus efficace. Avec des réformes comme la création d'unités plus mobiles dans lesquelles va s'illustrer le jeune Dioclétien, ou l'accroissement du poids de la cavalerie dans l'armée pour faire plus rapidement face aux bandes de pillards. La cavalerie d'intervention rapide va vraiment être une des grosses innovations de la période qui change en profondeur l'appareil militaire romain.
Autre exemple, la transformation du commandement des armées pour mettre aux commandes des officiers de métier venant exclusivement de l'ordre équestre et en finir avec la nomination de sénateurs disposant d'ancêtres patriciens glorieux, mais avec zéro expérience de combat. L'amélioration sensible du niveau des officiers permet aux plus brillants d'entre eux, toujours comme notre Dioclétien, de contrôler peu à peu tout l'appareil militaire et d'augmenter l'efficacité opérationnelle de l'armée romaine. Autant de points forts qui ont été développés durant les 50 années de bazar, en plus des forces intrinsèques de l'armée romaine, et qui donnent un outil extraordinaire au nouvel empereur, lorsqu'il monte sur le trône en 284 pour faire face aux périls barbares aux frontières. Ok, donc Mister D, qu'on fait passer parfois pour un génie extraordinaire sauveur du monde romain, est quand même arrivé au pouvoir en héritant d'un ou deux bons atouts. Un peu à l'instar d'un Alexandre le Grand qui a trouvé le modèle d'armée macédonien construit par son père Philippe. Comme quoi, il faut toujours se méfier des théories autour des hommes providentiels. C'est toujours un peu bidon quand on gratte la surface. Mais bon, même si Mister D est arrivé au pouvoir avec un outil militaire efficace que lui ont laissé ses prédécesseurs, il a quand même dû faire un ou deux trucs pas trop mal pour remettre l'Empire sur le pied, non? Même si ça lui a pris du temps. Rassure-moi, ce n'est pas totalement fabriqué, cette réputation d'être le grand rebâtisseur de l'Empire. Absolument. Dioclétien a su reconstruire avant tout un système de gouvernement fonctionnel, ce qui n'était sûrement pas une mince affaire. Parmi ses nombreuses réalisations, la plus fameuse est sans doute la diarchie, qui ne se transformera quelques années plus tard en tétrarchie. Alors, pour les auditeurs qui ne connaissent pas intimement le système politique romain ou qui ne parlent pas grec ancien couramment, diarchie est l'organisation politique avec non pas un, mais deux dirigeants à sa tête. Car Dioclétien a su tirer un bilan réaliste des dysfonctionnements de l'Empire romain et sur les déboires de ses prédécesseurs. En fait, tous les empereurs du IIIe siècle ont eu à faire face à deux écueils aussi redoutables l'un que l'autre qui leur ont souvent coûté la vie. Soit de vouloir conserver le gros des légions et des hommes directement sous leur commandement, et de passer leur règne à courir d'un bout à l'autre de l'Empire pour faire face à toutes les attaques barbares ou les révoltes internes. Ce qui, non seulement est particulièrement épuisant pour le dit empereur, mais aussi pour ses légions qui peuvent rapidement se lasser de ce genre de cirque. Autre option, se séparer des troupes et les confier à différents généraux chargés d'un secteur particulier de l'Empire. Une solution plus efficace pour faire face aux menaces diverses que représentent les Goths, les Germains ou les Sassanides. Mais une solution qui a ses propres défauts. Car ces généraux, s'ils sont victorieux et aimés des soldats, et un peu laissés sans surveillance, peuvent facilement commencer à se faire des idées. Un scénario pas toujours exactement respecté, mais assez souvent quand même, au IIIe siècle. D'ailleurs, Mister D arrive aussi au pouvoir suite à une guerre civile conclue par une bataille rangée entre légions quelque part dans l'actuelle Serbie. Et son adversaire finit assassiné par ses propres troupes juste après la bataille. Un magnifique exemple du bazar ambiant de l'époque où tu as autant à craindre de tes opposants que de tes propres troupes. Mais la conclusion de tout ça, c'est que c'est devenu impossible, ou presque, pour un seul homme de contrôler un empire aussi vaste avec autant d'entropie à gérer. C'est la triste réalité de la fin du IIIe siècle à Rome. Dioclétien a apparemment compris qu'il ne valait mieux pas essayer de mener seul la restauration de l'Empire romain, s'il ne voulait pas connaître le sort habituel des empereurs du moment. D'où la diarchie comme arme suprême de Dioclétien, c'est-à-dire le choix par l'empereur d'un partenaire pour diriger l'Empire avec lui, un autre général d'expérience, lui aussi, doublé d'un homme de confiance. Même si en réalité, le seul numéro un de cette structure est et restera toujours Dioclétien, le seigneur de ce duo qui va accepter de prendre un co-dirigeant à ses côtés. Un homme qu'il bombarde d'abord du titre de César avant de le promouvoir co-Auguste à ses côtés quelques années plus tard. Un homme qu'il comble d'honneur et de pouvoir et, dans les faits, le fait maître de toute la partie ouest de l'Empire qu'ils se sont partagés, mais un homme qui travaille sous l'autorité ultime de Dioclétien. La diarchie est pour le coup une idée brillante qui va lui permettre à terme de faire coup double côté stabilité. Avec ce système à échelon,
il va décourager à peu près tous les autres généraux de l'Empire de se faire des idées en se rêvant à sa propre place, vu que le numéro 2 est déjà nommé. Et en même temps, il s'assure la tranquillité avec le dit numéro 2, en flattant son ego au maximum et en lui donnant tout le pouvoir et la gloire disponibles. Cet homme, c'est un certain Maximien, un officier pannonien pour être précis, c'est-à-dire de la Serbie actuelle, histoire d'être super original avec un autre militaire natif des Balkans. Un homme de conditions obscures, mais avec une réputation de général énergique. Maximien, le compagnon fidèle de Dioclétien, qui va travailler sous son autorité pendant 20 ans pour remettre l'Empire, et notamment sa partie ouest, sous contrôle impérial. Ouais, bien ouais, Mister D. Je trouve même ça assez couillu après les 50 ans de surpassion à gogo que de se choisir soi-même un numéro un bis officiel, qui peut naturellement être ton rival, vu que tu le bombardes à la tête d'un pouvoir immense. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard que ton pannonien n'ait pas du tout fait carrière dans la vente de sandwichs très chauds et pressés, mais qu'il ait plutôt choisi la voie de la Légion, car il est surtout et avant tout un général brillant et extrêmement capable. Et Mister D, en excellent officier qu'il était, avait surtout du flair. Et il est fort probable qu'il avait bien cerné numéro bis, vu que les deux vont travailler intelligemment ensemble, comme tu le dis, pendant presque 20 ans en bonne harmonie. Et même pousser le concept un cran plus loin, si je comprends bien, avec la version 2.0 de la diarchie qui arrive en 293. Et oui, parce que les problèmes militaires sont tels que l'empereur va faire évoluer le régime 8 ans plus tard. Pas un bouleversement total, mais juste une petite extension du modèle. Dioclétien nomme 2 adjoints supplémentaires pour venir les seconder, un pour chaque Auguste. Ces 2 Césars, comme on les appelle, sont proclamés le même jour, le 1er mars de l'année 293. 2 adjoints fidèles et efficaces pour seconder les Augustes et qui, en plus, épousent chacun respectivement la fille d'un des 2 empereurs pour être sûr que tout ce beau monde reste uni comme les 4 doigts de la main. C'est la tétrarchie, un régime à 4 têtes pour contrôler tout l'Empire et qui va marcher pendant presque 15 ans. Un système apparemment bien rodé, même s'il ne durera pas très longtemps une fois Dioclétien parti en retraite. Mais en attendant, dès 284 ou 285, les diarches s'attaquent immédiatement à la stabilisation du régime, en s'occupant à la fois des ennemis de l'extérieur et de ceux de l'intérieur que nos 2 co-empereurs Maximien et Dioclétien comptent bien mettre au pas rapidement. Et les Germains dans tout ça, me direz-vous? Eh bien, il faut croire qu'en 285, nos héros d'outre-Rhin, les Francs comme les autres d'ailleurs, n'ont pas reçu le mémo de la nouvelle direction à poigne de l'Empire. Personne ne se met à trembler tout à coup en apprenant la naissance de la diarchie. Après tout, comment imaginer que les choses vont vraiment changer cette fois-ci? Puisque Dioclétien n'est que le 20e dirigeant successif qui apparaît côté romain cette année-là. Un manque d'imagination qui va se transformer en grave erreur, comme on va le voir. Donc, dans un premier temps, les troubles continuent pire que jamais en Gaule, malgré l'élévation du Dioclétien, avec d'un côté les raids germains qui ne baissent pas d'intensité, que ce soit par mer ou par terre, et d'un autre côté, ce qu'on appelle les fameux Bagaudes, qui ravagent la Gaule cette année-là. Ok, mais c'est qui ces bagaudes? Attends, laisse-moi deviner. Des amateurs de bagouses? Des fans de baguettes? Un groupe de rap armoricains? À part qu'ils forment une bande organisée qui ravage la Gaule en 285. On sait quoi d'eux? Les textes antiques les qualifient de troupes de pâtres et de brigands, sans qu'on puisse exactement décrire en détail leur origine ou leur organisation. Mais vraisemblablement, la crise économique de ces dernières années, les destructions laissées par les barbares ou les guerres civiles, comme la taxation impitoyable des agents impériaux, ont poussé pas mal d'hommes des campagnes gauloises à se révolter. Des hommes qui préfèrent risquer le tout pour le tout et devenir pillards professionnels plutôt que de se laisser mourir de faim ou dévalisés par un collecteur d'impôts. Un phénomène catastrophique donc, qui touche la Gaule de plein fouet et qui a lui aussi largement contribué aux destructions massives de ce siècle, même si c'est bien commode de toujours accuser les Germains en la matière. Mais c'est là que la fameuse diarchie va entrer en action,
car Dioclétien, qui est occupé à gérer les barbares du côté des Balkans, confie donc à son collègue de l'Ouest, Maximien, le soin de régler le problème Bagaude. Et c'est en conduisant une bonne opération de nettoyage que le nouveau bras droit va commencer à se faire connaître sous la plume des historiens antiques durant le deuxième semestre de 285. Il faut dire que Maximien n'a sûrement pas été nommé à ce poste parce qu'il est doux et hésitant, car en seulement quelques mois, l'homme va reprendre le contrôle de la Gaule, cernant les armées bagaudes et les écrasant les unes après les autres, dans le sang. Un discours à sa gloire, appelé panégyrique, écrit en 289, c'est-à-dire juste après les faits, cache mal combien notre homme a été impitoyable. Qualité recommandable pour mettre à mort de vilains barbares vivant au-delà des frontières de l'Empire, mais difficilement acceptable pour s'occuper des concitoyens romains, même des bandits de grand chemin. L'auteur tente de dissimuler la triste vérité avec une formule un peu fourre-tout pour faire passer la pilule dans son discours, car il déclare, et je cite, je passe en hâte sur cet épisode. Je vois en effet que ta bonté aime mieux oublier cette victoire que de s'en glorifier. Ouais, en clair, ça a dû taper fort chez les Gallo-Romains en révolte. Mais c'est un peu compliqué de s'en vanter. Donc ton Maximien commence par faire le ménage en Gaule pour avoir les mains libres avant de s'attaquer à la suite du menu des emmerdes. Parce qu'évidemment, si Maximien a mis le paquet sur les Bagaudes lors de son arrivée en Gaule en 285, ça signifie que personne ne surveillait les Germains pendant ce temps-là, et que ces chenapans ont profité de la distraction de Maximien pour attaquer tout azimut. Comme ils le font toujours d'ailleurs dès que les armées romaines sont occupées sur le front intérieur. Ouais, un peu relou et pas trop franc du collier, ces loulous. Eh oui, mais la fête ne va pas durer très longtemps. Dès que le problème Bagaude est réglé à l'automne 285, Maximien se retourne en urgence contre la menace germanique qui est revenue, à la fois par mer et par terre. Non seulement les Francs et les Saxons redoublent leur pillage dans la Manche, comme on l'a vu la dernière fois, mais en même temps, un double raid géant se profile sur le Rhin. Une attaque gigantesque en deux colonnes, distinctes d'Alamans, de Burgonde et d'autres tribus, quelque part entre Mayence et Cologne, et qui vient prendre en tenaille les défenses romaines affaiblies sur le Rhin. Ce qui représente un énorme problème pour Maximien. Parce que on a beau mettre ces attaques dans le même panier pratique des attaques de Germain, on parle d'une frontière physique de plusieurs centaines de kilomètres sur deux terrains d'action très différents. Et il est littéralement impossible pour un seul homme et son armée de couvrir un tel front avec une force unique. Maximilien se retrouve donc à faire le seul choix possible pour privilégier l'efficacité immédiate. Un choix dangereux, mais un choix sans surprise. Maximien coupe sa force armée en deux, bien sûr. Lui se rend avec ses légions dans la haute vallée du Rhin pour affronter la double attaque terrestre. Et pour les raids maritimes sur la Manche, il va faire le choix classique, avec l'accord de Dioclétien, d'un officier local, un certain Carausius. Oula, oula, je mets le holà, Xavier. Je crois qu'on avait dit que ce podcast était un peu sérieux quand même. Et la plupart des choses qu'on connaît sur ce Carausius sont quand même vachement louches et dépendent de sources, il faut le reconnaître, pas super fiables. Alors, ok pour parler de Carausius et des Francs, mais on s'enflamme pas sur l'exactitude de tous les détails à son sujet, ok? Mais c'est sûr que l'histoire de Carausius est quand même assez piquante. 15 ans seulement après la mort de Posthume, feu l'empereur des Gaules. Mais d'ailleurs, ce Carausius, il faisait quoi à part réparer des chars? Alors, Carausius n'est apparemment pas inconnu pour les diarques. Il vient de participer lui aussi à la campagne militaire contre les Bagaudes et s'est signalé comme un officier d'exception, ce qui en dit long sur son talent d'officier, vu qu'il a travaillé sous les ordres de Maximien, lui-même décrit par les auteurs très complaisants de l'époque comme un véritable prodige militaire. Carausius, donc, s'est signalé par de hauts faits selon les auteurs. Un joli compliment pour un militaire engagé dans ce que nous appellerions aujourd'hui une sale guerre en Gaule. Et puis, Carausius a un autre excellent avantage pour reprendre le contrôle de la flotte. Il est ménape,
c'est-à-dire qu'il vient de la région côtière de la mer du Nord, près du Boulogne-sur-Mer, dans le Nord-Pas-de-Calais moderne. Carrossios a donc apparemment non seulement le caractère, mais aussi les compétences pour la mission, puisqu'on le décrit comme très habile dans la manœuvre des vaisseaux, son premier métier qu'il aura appris dès le plus jeune âge. Et il compte bien faire son affaire du combat contre les pirates francs et saxons dès qu'il est nommé général en chef de la Classis Britannica, la flotte de défense de la Manche qu'on lui a confiée selon les textes. Et c'est à partir de ce moment-là que la suite de l'histoire ne va étonner personne, tellement elle ressemble à celle de son prédécesseur, l'empereur gaulois posthume. Pendant que Maximien se débat sur la haute vallée du Rhin contre les vagues d'envahisseurs germains qu'il écrase successivement, Carausius, nouveau commandant sur mer, accumule les succès contre les Francs sur la Manche. Son armada, qu'il a lui-même recruté et organisé au nom des deux co-empereurs, commence à faire des merveilles pour traquer systématiquement les pirates francs dont on vous a parlé la dernière fois. En quelques mois d'opération, Carausius reprend le contrôle des mers et des côtes de la Gaule et de l'île de Britannie, en cassant pour de bon l'âge d'or de la piraterie franque. Piraterie qui ne disparaîtra pas sur le long terme, comme on l'a dit, mais qui va, à partir de cette époque, devenir plutôt une spécialité réputée saxonne, quoique cette appellation recouvre vraiment en réalité. Mais tout est donc merveilleux pour les Romains cette année 286. Enfin, ou presque. Car il y a une petite ombre qui commence à se profiler au fil des succès de Carausius. Un petit détail dans cette éclatante réussite qui commence à agacer peu à peu Maximien. Alors oui, Carausius s'est effectivement mis à reprendre le contrôle de la Manche en poursuivant avec application les navires des pirates francs, comme le lui ont demandé Maximien et Dioclétien. Mais la rumeur s'installe peu à peu, que Carausius n'attaque les pirates que de manière très sélective. Apparemment, notre général ne les chasse qu'à leur retour de maraude, lorsque nos Francs reviennent de leur pillage en Armorique ou en Bretagne, leur coffre bien rempli donc. Une vilaine habitude qu'évidemment, Carausius et ses hommes combinent avec une autre vilaine habitude, celle de ne pas rendre tout le butin qu'ils récupèrent bien sûr, ni à leurs propriétaires, ce qui est tout à fait déplaisant, et ni aux empereurs, ce qui est là carrément criminel. D'ailleurs, certains vont même pousser plus loin l'accusation. Pour certains jaloux et vilaines langues, Carausius serait carrément de mèche avec les Francs, en laissant passer le plus grand nombre sans les détruire, comme il en a la mission, et en fermant donc les yeux en échange d'une part de leur butin. Et que par conséquent, il ne fait que très peu de prisonniers, ce qui ne peut être qu'un signe évident de sa traîtrise. Alors là, c'est le genre de réputation qui passe très, très mal pour Maximien. Tu m'étonnes. En gros, ton Carausius est soit un traître, soit un gros traître. Enfin, c'est l'accusation dont on va l'accabler pour être précis. Super choix, donc super louche. Parce que je veux pas dire, mais ça pue un peu cette accusation d'abus de bien social. Vachement pratique, surtout pour faire tomber un officier compétent et qui commence à avoir plus de succès et plus de popularité que les diarques. De toute façon, je doute que Carausius était le seul à taper dans la caisse et à enrichir ses troupes du produit de ses opérations de nettoyage. Surtout durant cette période où la paix ou le ravitaillement des troupes devait être carrément aléatoire. On dirait quand même une bonne propagande pour se débarrasser d'un gêneur. En tout cas, innocent ou pas, notre homme ne va pas avoir fondamentalement le choix de prouver sa bonne foi possible, car fin 286, il reçoit la nouvelle que ses turpitudes, réelles ou supposées, sont arrivées aux oreilles de Maximien. La décision logique tombe suite à cette découverte. Carausius est condamné à mort pour trahison. Ce qui, avec Maximien comme juge et comme bourreau, n'est pas une nouvelle à prendre à la légère. Inversement, on peut sourire devant le manque de subtilité d'une annonce pareille. Notre homme est talentueux, riche et loin de toute force romaine loyaliste au diarque, puisqu'on le laissait seul sur les mers, histoire de contrôler la situation, avec des soldats qu'il a enrichis et qu'il adore littéralement. Autant dire que sa condamnation à mort fait pchit lorsqu'elle parvient à son quartier général. Apprenant son acte d'accusation et sa sentence, Carausius ne tergiverse pas trop.
et décidément, très bizarrement, décide de ne pas se constituer prisonnier à la merci de Maximien, mais plutôt de se proclamer empereur à son tour. Après l'empereur des Gaules, on pourrait dire que voilà l'empereur du Nord. Et c'est le Nord. Un empereur du Nord totalement romanisé, qui décide de s'appuyer sur sa popularité et ses légions en Gaule et sur l'île de Bretagne pour sa sécession. En 286, c'est un énorme bout de l'Empire romain qui se détache à l'ouest, 26 ans après la révolte de Posthume. Une sécession qui enrage immédiatement les deux diarques, occupés à 300% en même temps à essayer de reprendre le contrôle du reste de l'Empire. Mais, début 286, l'usurpation et la popularité de Carausius apparaît comme tellement dangereuse que Dioclétien, pour faire bonne figure, promeut son adjoint Maximien empereur à son tour et lui donne pour mission d'abattre l'empereur du Nord. Un beau défi qui va s'avérer bien plus ardu que prévu. Mais on en reparlera. Et les Francs dans tout ça? Eh bien, ce nouveau déchirement entre Romains ouvre de nouvelles perspectives pour nos Francs, qui se retrouvent encore une nouvelle fois face à un front totalement désuni. Et oui, après les revers de 285 et 286, où les Germains ont été mis sur le reculoir, cette énième guerre civile entre Romains est une occasion en or pour les Francs de se refaire. Si Maximien pensait que sa campagne de 285 contre les Bagaudes, puis les Germains du Sud, résolvait tous les problèmes, il se trompait lourdement. Et les Francs vont prendre toute leur part dans cette nouvelle tourmente initiée par Carausius, qui va tout à coup embraser la Gaule du Nord. Ainsi, nous avons pu voir dans cet épisode que les empereurs romains éprouvent toujours autant de difficultés à gérer leurs voisins germains. Il paraît cependant judicieux de revenir sur la mise en place de la diarchie puis de la tétrarchie sous Dioclétien. Il n'est en 284 que le dernier d'une longue série d'usurpateurs. Mais à la différence de ses prédécesseurs, il comprend que la défense et la restauration de l'Empire romain sont des choses peu aisées. C'est pourquoi il a l'idée, comme on l'a vu dans cet épisode, de s'adjoindre assez rapidement Maximien. Et dès 285, à chacun sa part de l'Empire. Dioclétien à l'est, Maximien à l'ouest. Dioclétien conserve néanmoins la prééminence, Maximien passant bien de César à Co-Auguste dès 286, certes Co-Auguste, mais désigné comme frère de l'empereur. Ceci est très clair au niveau religieux, où Dioclétien se place sous le patronage de Jupiter Capitolin et donne à Maximien le nom d'Herculien, Hercule étant le fils de Jupiter. Une nouvelle fois, les difficultés militaires vont faire évoluer le régime. Malmené tant en Orient qu'en Occident, Dioclétien décide de nommer auprès de chaque Auguste 2 collaborateurs supplémentaires, appelés Césars. Ces dignités les placent directement sous les 2 empereurs qui, eux, ont le titre d'Auguste. À chaque empereur son César. Dioclétien s'associe Galère et Maximien reçoit le soutien de Constance Chlore, alors préfet du prétoire. À chaque tétrarque est dévolue une partie du territoire de l'Empire. Il ne faut cependant pas parler de division mais de répartition, l'Empire demeurant indivisé. Il y a désormais 4 capitales et 4 zones dédiées aux Augustes et Césars. Dioclétien gère depuis Nicomédie l'Égypte et l'Asie, Galère depuis Sirmium l'Illyrie et le Danube, alors que Maximien, installé à Milan, est responsable de l'Italie, de l'Afrique et de l'Hispanie. De son côté, Constance Chlore doit gérer depuis Mayence la Gaule et la Bretagne. Ainsi, Rome, tout en restant la capitale théorique de l'Empire et évidemment le siège du Sénat romain, perd de son importance. Par exemple, l'homme fort de la tétrarchie, Dioclétien, en 20 ans de règne, ne s'y rendra que 2 fois. Au niveau politique, les textes sont ratifiés par les 4 souverains, même si dans les faits, les Augustes ont de plus haute dignité et Dioclétien conserve la suprématie. Ce qui plaît aux Romains dans ce nouveau projet politique est que les Césars sont choisis en fonction de leurs valeurs et non par filiation. Ce choix du meilleur a toujours été très populaire à Rome et ainsi semble régler les problèmes de succession.
Ainsi naît la tétrarchie en 293, un pouvoir à 4 têtes. Mais sera-t-elle suffisante pour repousser les attaques franques et l'usurpation de Carausius? Et comme tout le monde le sait, quand le cochon est dans le maïs, bon courage pour le faire sortir du champ. Ceci est une autre histoire pour notre prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode de L'histoire des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet www.meropodcast.fr et à bientôt pour notre prochain épisode.